Elle devient la première femme en France à représenter la droite dans une élection présidentielle. Valérie Pécresse a remporté la primaire du Parti Les Républicains avec plus de 60% des voix. Après l'Autriche, c'est au tour de l'Allemagne de s'orienter vers une vaccination obligatoire. Une proposition de loi doit être soumise au Parlement d'ici la fin de l'année. Une possibilité qui divise énormément dans le pays. Reportage dans ce journal. Et puis cette visite diplomatique très critiquée, Emmanuel Macron s'est rendu en Arabie Saoudite pour rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman, l'une des premières visites d'un chef d'État occidental depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Le Parti Les Républicains connaît donc sa candidate pour la présidentielle de 2022. Ce sera Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France a remporté la primaire LR face à Éric Ciotti. Sa campagne doit débuter ce lundi et de nombreux défis l'attendent pour mener à la victoire une droite très affaiblie. Son portrait signé Thierry Curtet. Une femme qui gagne, entourée d'hommes. Valérie Pécresse souligne l'événement pour sa famille politique. Pour la première fois de son histoire, le parti du général de Gaulle, de Georges Pompidou, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, notre famille politique, va se doter d'une candidate à l'élection présidentielle. Une marche plus haut pour celle qui trace méthodiquement sa route. En 2004 déjà, alors toute jeune députée, elle espérait bien devenir un exemple. À droite, on a beaucoup besoin de modèles de femmes qui réussissent en politique. On en a quelques-uns, on a Madame Alliot-Marie, on a Madame Bachelot, on a Christine Boutin. Et on aura Madame Pécresse bientôt. J'aimerais bien que ma réussite puisse être un symbole. Valérie Pécresse était déjà la première femme à diriger la région Île-de-France en 2015. Pour la ravir aux socialistes, qu'il avait gardé 18 ans, elle réussit à mobiliser les ténors d'un parti alors divisé. J'aime Valérie. Moi aussi je t'aime, quand même, voilà. Pour l'emporter, cette libérale assumée fait alors une campagne droitière contre le mariage pour tous et sur la sécurité, qui n'est pas du ressort de la région, avec le soutien de Nicolas Sarkozy. D'une jeune femme expérimentée, passionnée, qui veut gagner. Nicolas Sarkozy qui fait d'elle sa ministre de l'Enseignement supérieur en 2007, puis du budget en 2011. Elle a 40 ans et le sentiment d'avoir alors franchi une étape. Je suis très émue parce que je reviens de la passation de pouvoir rue de Grenelle et je crois que je commence à réaliser que c'est vrai. Valérie Pécresse est née un 14 juillet à Neuilly, ce qui lui vaut une image de bourgeoise pour ses détracteurs. Diplômée de HEC et de l'ENA, l'Élysée, elle connaît. Elle était conseillère de Jacques Chirac sur les questions d'Internet. La voici désormais chef de file de la droite. Le plus dur commence. Et les opposants de Valérie Pécresse à sa droite sur l'échiquier politique n'ont pas tardé à réagir. Éric Zemmour et Marine Le Pen appellent tous deux les électeurs LR déçus à les rejoindre. On écoute tout de suite la présidente du Rassemblement national. Je suis malheureuse pour les électeurs LR, car en réalité, Valérie Pécresse est peut-être la plus macroniste de toutes les candidates qui étaient présentes dans cette compétition interne à LR, celle qui a en même temps quasiment exactement le même profil qu'Emmanuel Macron et très certainement sur un nombre considérable de sujets, exactement les mêmes positions, au point d'ailleurs qu'il fut un temps où la question se posait de savoir si elle ne pouvait pas devenir Premier ministre de Macron. Au chapitre de la pandémie, le variant Omicron continue de se propager dans le monde. En France, le nombre d'hospitalisations a augmenté de 40% en une semaine. Face au manque de moyens pour prendre en charge ces patients, le personnel hospitalier a défilé ce samedi à Paris. Plusieurs milliers de personnes qui réclament l'arrêt des fermetures de lits dans les hôpitaux publics et de meilleures conditions de travail. Face à cette forte reprise de la pandémie, faut-il rendre la vaccination obligatoire ? L'Autriche a en tout cas déjà franchi le pas. L'Allemagne l'envisage. Dans le pays, les non-vaccinés seraient responsables d'environ 70% des nouvelles contaminations. Mais le sujet est très sensible, comme vous allez le voir dans ce reportage de nos correspondants Al Maillet, Willy Mahler et Nick Spicer.
À peine annoncée, l'obligation vaccinale mobilise déjà les anti-vax. À Potsdam, dans l'est de l'Allemagne, le parti d'extrême droite AfD, bien implanté dans la région, est à l'origine de cette veille. 48 heures pour protester contre une mesure qu'il qualifie de dérive autoritaire. Wollen wir uns alle 6 Monate spritzen lassen, freie Menschen zu sein? Soll das die Zukunft sein? Ich halte das für einen massiven Eingriff in die Grundrechte. Ich halte es für im Grunde genommen verfassungswidrig. Dans cette région, parmi les plus réfractaires, moins de 63% de la population est doublement vaccinée. Ici, on a pourtant bien connu l'obligation vaccinale. En RDA, une vingtaine de vaccins étaient obligatoires et personne ne s'en plaignait selon cette doctoresse. Das kenne ich. Genau, zack, zack, da gab es so eine Spritzpistole. Plus de 30 ans après la fin du régime communiste, l'opposition fondamentale d'une partie de ses concitoyens lui échappe. Und ich glaube, wirklich durch diese ganze Situation zu kommen, jetzt bei Covid, wir haben es beim Pocken gesehen, wir haben andere Infekte, wir sehen es bei Masern, da hat sich das ja schon ein bisschen rentiert. Und Pocken haben wir auch nur ausgerottet, indem es eine Impfpflicht gab. Seule cette vaccination contre la rougeole est actuellement obligatoire en Allemagne pour les enfants et certains corps de métier. Mais dans un pays encore traumatisé par les dictatures est-allemandes et nazies, le sujet reste sensible et à juste titre selon cette historienne. Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen gab es ja einen gesonderten Ärzteprozess, weil es eben Ärzte gegeben hat, die Menschenversuche gemacht haben und eben auch um Impfstoffe unter anderem zu entwickeln, die Menschen krank gemacht haben, um Impfstoffe zu testen. Diese Verbrechen sind doch in der deutschen Erinnerung sehr stark geblieben und deswegen gibt es vielleicht eine generelle Vorsicht oder besondere Sensibilität. Face à la pandémie de Covid, pourtant, un consensus politique autour de la vaccination obligatoire semble d'ores et déjà acquis. 2 tiers de la population y est favorable. La loi pourrait entrer en vigueur dès février 2022. Ailleurs en Europe, c'est toujours le passeport vaccinal qui engendre des tensions. Dans la région autonome de Catalogne, des milliers de Barcelonais ont manifesté à la suite de la mise en place du pass vaccinal par le gouvernement régional. Leur slogan « Nous sommes des êtres humains, pas des QR codes ». En Espagne, près de 90% des personnes éligibles sont déjà vaccinées. Direction à présent la Gambie où les habitants se sont rendus en masse dans les bureaux de vote pour choisir leur président. Une élection cruciale pour cette jeune démocratie qui a mis fin à la dictature il y a seulement 5 ans. Le dépouillement des votes est en cours, comme nous l'explique notre correspondante Sarah Sako. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale indépendante. C'est elle qui communique les résultats au compte-gouttes au fur et à mesure qu'ils arrivent des circonscriptions du pays. Il y en a 53 au total et à chaque fois, le résultat donne lieu à une annonce. La 54e annonce sera donc le nom du vainqueur de cette élection à un tour. Les Gambiens se sont en tout cas déplacés massivement pour voter. Il y a eu un véritable engouement pour ces premières élections véritablement libres du pays. Les électeurs que nous avons rencontrés nous ont expliqué qu'il était vraiment important pour eux d'exprimer leur voix parce que pour eux ce scrutin est ouvert et tout est possible. Voilà ce qu'on pouvait entendre dans les bureaux de vote. Le scrutin s'est déroulé dans le calme, aucun incident majeur n'a été signalé. La commission électorale indépendante dans son communiqué parle, je cite, d'un vote ordonné et pacifique. On reste en Afrique avec cette attaque djihadiste dans le centre du Mali. 31 personnes ont été tuées, 17 blessées. Elles se trouvaient à bord d'un véhicule de transport qui a été mitraillé puis brûlé. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Le gouvernement malien promet que toutes les mesures seront prises pour arrêter et punir les voleurs. Suite et fin de la tournée express d'Emmanuel Macron dans le Golfe, le président français était ce samedi en Arabie Saoudite où il a rencontré le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ils ont notamment abordé la situation au Liban, une visite qui a été grandement critiquée, notamment en matière des droits de l'homme. Les explications de Cécile Galluccio. C'est le moment tant attendu, la poignée de main entre Emmanuel Macron et Mohamed Ben Salman. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois depuis 3 ans. Depuis la mort du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné par des hommes de main venus de Riyad. Le président français le sait, il va être interrogé sur la question des droits de l'homme et d'un revers de main, il balaye le dossier sensible en faisant bien attention de ne pas nommer le journaliste saoudien. Nous avons parlé de tout absolument sans aucun tabou. Évidemment, la sensibilité de
la communauté internationale, les réactions suite à ce qui avait pu se passer aux situations particulières que nous connaissons et que nous suivons. Et donc ça a été un échange direct. Emmanuel Macron était aussi en Arabie Saoudite pour parler du Liban et pour réengager la relation entre Beyrouth et Riyad. Fin octobre, suite à une brouille diplomatique, le Royaume avait interdit les importations libanaises, aggravant la crise économique que traverse le pays du Cèdre. On a parlé de tous les sujets régionaux, je dois dire, de l'Iran, de la Turquie. Pendant cette tournée express, il a aussi été question de stabilité régionale, de lutte contre l'islamisme radical, d'attractivité de la France, mais surtout de contrats juteux. En Arabie Saoudite, Airbus a signé la vente de 26 hélicoptères. Le géant français annonce aussi la création d'une coentreprise avec les Saoudiens dans le secteur de la maintenance de l'aéronautique militaire. De son côté, Veolia a décroché le contrat de gestion des services d'eau potable et d'assainissement de Riyad et de 22 municipalités périphériques, un contrat de 7 ans au chiffre d'affaires de plus de 82 millions d'euros. Vendredi, les Émirats arabes unis, eux, ont signé avec Dassault Aviation 80 Rafales, des hélicoptères, de l'armement, pour un total de plus de 16 milliards d'euros. C'est le plus important contrat passé par le constructeur français. On en vient à cette éruption impressionnante en Indonésie. Le volcan Semeru, le plus haut de l'île de Java, s'est réveillé, crachant de la lave et recouvrant les paysages de cendres. Dans les villages environnants, des milliers d'habitants paniqués ont fui la zone. Écoutez les dernières informations sur place. Une personne du village de Kurakobokan est décédée. Elle va bientôt être évacuée. Et il y a au moins 41 personnes qui ont subi des brûlures. Elles ont été transférées vers la clinique de Penanggal. Vers 15 h, le poste de surveillance de Gunung Sahur a enregistré les images de cendres volcaniques, des cendres chaudes tombant du ciel. Elles se dirigent clairement en direction du village de Besuk Kobokan. Du soufre a également été senti autour de la zone. Et on termine ce journal avec ces images d'un autre volcan, celui-ci recouvert d'un manteau blanc. À Hawaï, il a neigé au sommet du Mauna Kea à plus de 4200 mètres d'altitude. Une alerte tempête de neige est en vigueur jusqu'à dimanche. 30 cm de neige sont attendus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24. L'information continue.